Partout, la pierre nue et blanche des temples grecs ou romains, des statues, des églises. Le dépouillement et l'harmonie sont devenus des vertus esthétiques. Et on oublie toujours que cette vision moderne ne correspond pas du tout au goût de ceux qui ont édifié ces monuments. Tout était peint ou teinté, et même de couleurs très vives. La reconstitution par projection colorée des peintures de la cathédrale gothique d'Amiens restitue cette polychromie qui nous paraît aujourd'hui étrange, exotique. En effet, si on observe bien le détail des sculptures, on découvre un peu partout des restes de pigments. Il faut imaginer une antiquité et un Moyen-Âge débordant de couleurs. Ça, Saint-Va-sur-Gartempe. Son abbatiale est le plus grand ensemble de fresques romanes en France. Les peintures datent des dernières années du XIe siècle. Dans les églises, les peintures servaient d'ornement, piliers décorés ou frises. Mais elles avaient aussi un rôle didactique et permettaient sur ces vastes espaces d'exposer de grands cycles narratifs. Ainsi, dans la crypte et les chapelles, le culte des saints. Dans la nef, la Genèse et l'Exode. Ces peintures romanes sont de véritables fresques, c'est-à-dire des peintures faites de pigments minéraux dilués dans l'eau et peints à fresco, donc sur enduit encore humide. L'enduit préparatoire est un mortier assez grossier, constitué d'un mélange de chaux et de sable. Le sable n'a guère été tamisé. On y trouve en effet de gros graviers et même des cailloux. La chaux est un calcaire transformé. Le calcaire est d'abord calciné dans des fours à bois, d'où la présence de charbon de bois dans les enduits, puis mélangé à l'eau pour donner la chaux éteinte. Mais à Saint-Savin, la chaux n'a pas été assez longtemps entreposée dans l'eau. Des éléments de calcaire, pas encore éteints, ont donc continué à travailler. Ils ont formé des trous ou des pustules dans l'enduit, qui plus tard a eu tendance à se détacher du mur. Le premier enduit, posé sur un mur humidifié, est laissé rugueux en surface, de manière à permettre un bon accrochage du second enduit. Le second enduit, de même nature que le premier, mais plus mince, a été lissé avec soin à l'aide d'une truelle. La marque de la truelle est visible sur la voûte de la crypte. À la surface du second enduit se produit une réaction chimique. Une croûte de calcite dure et transparente se forme. Elle donne à la fresque résistance et imperméabilité.
La technique de mise en place des figures est héritée de l'Égypte ancienne. Des œuvres restées inachevées et des esquisses ont montré que l'artiste égyptien obéissait à une mise en place du dessin très rigoureuse. Une longue corde imprégnée d'ocre était battue sur la surface à peindre. En répétant ce geste, le peintre traçait des lignes parallèles et perpendiculaires, formant ainsi des carreaux uniformes. Grâce à cette mise au carreau, il reportait son modèle, lui-même quadrillé, avec précision et à l'échelle qu'il souhaitait. À Saint-Savin, la mise en place des figures à l'aide d'un carroyage n'est pas systématique. Cependant, des cordes ayant servi au tracé ont laissé leur marque dans l'enduit frais, comme ici, dans la crypte. Le dessin préparatoire était exécuté à la sinopia, mélange de pigments ferrugineux broyés et d'eau. Chaque portion de mur doit être peinte sur l'enduit encore humide pour que la calcite, en se formant, enrobe la couche picturale. La nouvelle parcelle doit donc être enduite et peinte dans la journée, temps de séchage de l'enduit. Le joint entre deux parcelles est découpé en biais pour faciliter une meilleure adhérence. Ces joints entre les différentes journées de travail sont parfois visibles. C'est seulement lorsque l'enduit commence à sécher et afin d'éviter le mélange des couleurs que le peintre reprend les détails, redessine les contours. Les couleurs des fresques de Saint-Savin sont intenses, ainsi l'ocre jaune. Les ocres rouges sont plus ou moins foncés selon le degré de cuisson du pigment. Les verts sont des terres. Elles se fixent difficilement sur les enduits, sauf lorsqu'elles sont délayées dans la chaux. Elles sont alors plus claires. Le blanc de Saint-Jean, une chaux très adhérente, est le plus lumineux des blancs. Il est utilisé pur pour les rehauts, ces tracés qui donnent du relief au visage et aux vêtements. Mélangé aux autres pigments, il éclaircit les couleurs. À Saint-Savin, la gamme des couleurs est restreinte, mais le peintre, grâce à des contrastes marqués, multiplie les effets colorés. À l'animation des couleurs due à ces contrastes, répond celle des personnages. Têtes inclinées, gestes expressifs, mouvements des vêtements, donnant au récit toute sa force. Car il s'agit de donner à comprendre une histoire, celle du martyre des saints ou celle de la Genèse. L'Italie était restée depuis la Rome antique le haut lieu de la fresque. Elle continuait à appliquer les recettes les plus anciennes. Entre 1452 et 1458, Piero della Francesca décore le chœur de l'église des franciscains d'Arezzo. Autour de lui, tout un atelier est sans doute mobilisé par période. Charpentier pour les échafaudages, préparateur des différents mortiers, broyeur de couleurs, aide du peintre. Ces fresques racontent sur plusieurs niveaux la légende de la Vraie Croix, l'une des histoires pleines de miracles narrées au Moyen-Âge par le dominicain Jacques de Voragine
dans sa légende dorée. À la mort d'Adam, à l'âge de 900 ans, son fils Seth, qui a 600 ans, plante dans sa bouche la pousse de l'arbre du bien et du mal. Cette pousse deviendra l'arbre dont on fera la croix du Christ. La reine de Saba, allant rendre visite au roi Salomon, se prosterne devant un pont de bois. Elle pressent que le Christ sera cloué à ce bois et en prévient Salomon. Salomon fait enterrer au plus profond la poutre afin qu'elle ne puisse jamais servir, mais elle sera déterrée. 2 siècles après la mort du Christ, la croix est découverte par Hélène, impératrice de Byzance, mère de Constantin. Avant de livrer bataille à Maxence, empereur païen, Constantin voit en songe un ange lui dire qu'il vaincra grâce au signe de la croix. Trois siècles encore, et c'est l'empereur chrétien, Héraclius, qui triomphe de Khosroès, le roi des Perses, qui s'est emparé de la croix. Il y a d'autres scènes annexes, en particulier une annonciation. Pour Pierrot, pas de mise au carreau du dessin. Lorsqu'il peint le cycle d'Arezzo en ce milieu du XVe siècle, le travail des fresquistes s'est largement transformé grâce à la découverte et la divulgation du carton, dès la fin du XIVe siècle. Les dessins préparatoires de Pierrot sont agrandis sur des cartons. Puis les contours et les ombres sont percés de trous à l'aide d'une pointe de métal ou d'os. Ce carton, le poncif, est alors appliqué contre l'enduit frais et tamponné à l'aide d'un petit sac de tissu lâche rempli d'ocre ou de poussière de charbon. Le carton enlevé, reste sur l'enduit des points alignés, les traces du poncif. Ces points servent de repère pour le tracé rapide du dessin, permettant un travail à fresco dans les meilleures conditions. Cette technique du poncif permettait à Pierrot de travailler ses fresques comme des tableaux. Certains visages sont de véritables portraits. Traits, modelés, intensité du regard, cheveux, corps, drapés de la jeune femme dans la mort d'Adam. Dans les scènes du registre inférieur, plus proches du spectateur, la minutie des détails, le réalisme sont encore accrus. Pourtant, des cartons sont réutilisés. Ainsi, même visage pour le roi Khosroès, condamné à mort, et pour Dieu dans l'Annonciation. Pour certains visages de femmes, dans 2 scènes inversées, Pierrot a retourné le carton. Ces reprises permettent au peintre de donner plus d'unité au récit. Pierrot peint à fresque, donc sur enduit humide, mais aussi à tempéra sur l'enduit une fois sec. Une détrempe à base d'eau et d'œuf, ou d'eau et de colle. Il utilise aussi la tempéra grasse, tempéra à laquelle on ajoute de l'huile, qui donne plus d'éclat au rehaut.
jaune sur les ailes de l'ange, comme le révèle l'examen scientifique. Ces multiples techniques donnent aux fresques une facture d'une grande diversité. Richesse de couleurs, jeu de lumière sur le rendu des textures, volume souple des drapés, plis qui s'entrecroisent savamment. Vasari explique ce travail. Pierrot avait l'habitude de réaliser des maquettes d'argile sur lesquelles il mettait des linges mouillés avec une infinité de plis pour les peindre et s'en servir comme modèle. Illusion des métaux dans les deux batailles grâce au blanc de ces ruses qui permet d'imiter les reflets. Rompant largement avec les fresques romanes, Pierrot joue avec la perspective et donne de la profondeur à ses fonds. Étude spatiale dans les batailles. Jambes des chevaux. Dans le songe de Constantin, la lueur qui éclaire la tente et l'empereur endormi provient de la croix que tient l'ange. Elle éclaire aussi le jeune homme qui veille. Le visage de l'homme armé est en partie protégé de cette lumière par son casque. Le guerrier de dos se détache comme une ombre chinoise. Tous ces remarquables jeux de lumière, d'ombre, de contre-jour n'avaient jamais été observés avant Pierrot. À l'époque baroque, voûtes et coupoles compliquent le travail des fresquistes. Le jésuite Andrea Pozzo peint la voûte de l'église Saint-Ignace à Rome, un trompe-l'œil d'une extrême complexité. Ce trompe-l'œil a nécessité une mise au carreau minutieuse du dessin préparatoire, car Pozzo, dans sa fresque, intègre l'architecture de la nef, notamment les fenêtres. De même, il prolonge dans sa peinture piliers et colonnes de l'église selon une perspective rigoureuse. Pozzo nous donne ainsi une parfaite illusion d'une construction s'envolant haut dans le ciel. Cette peinture, qui doit être vue d'une zone précise de la nef, semble tomber lorsque nous nous déplaçons. L'architecture s'écroule, les personnages perdent l'équilibre. On s'est à l'époque moqué de cette instabilité. Pozzo, au contraire, démontrait la perfection de son travail, puisque l'illusion pouvait être absolument parfaite si on la considérait du lieu choisi par lui pour sa construction. Un autre défi fut relevé par Andrea Pozzo dans cette même église. Un énorme dôme devait être élevé. Là encore, c'est à partir d'un lieu précis du sol que Pozzo imagine son architecture. La lumière semble venir de fenêtres disposées autour d'une galerie supérieure et qui éclairent tout le dôme. Lorsque nous nous déplaçons, encore une fois, la belle architecture vacille. Certains s'alarment du peu de fiabilité de cette construction. Mais Andrea Pozzo s'amuse. Il explique que nombre de ses amis se portent garant de la solidité de son architecture et que lui-même prendrait en charge la totalité des frais, si d'aventure
la coupole s'écroulait. En fait, cette construction est une toile peinte entièrement plane. Le trompe-l'œil est parfait. Tout n'est qu'illusion. 200 ans plus tard, nous sommes alors en 1948, l'inspiration du peintre mexicain Diego Rivera n'est plus religieuse, mais sociale et politique. Et pourtant, c'est sous le choc des fresques de l'italien Giotto qu'il décide de se consacrer à la peinture murale. Car, dit-il, la peinture de fresque, art collectif par excellence, appartient à tous et est accessible à tous. À Mexico, dans une salle de l'hôtel El Prado, Rivera peint le rêve d'un dimanche après-midi dans le parc de l'Alameda. Une peinture murale de 15 mètres de long sur 4,80 mètres de haut. Le peintre reprend la technique précolombienne, un mélange d'eau, de pigments et de cire liquide appliqué sur enduit sec. Rivera met en scène ceux qui ont fait le Mexique, personnages célèbres et anonymes côte à côte. Zapata, le grand héros mexicain qui, les armes à la main, défend les pauvres. Terre et liberté, viva Zapata. Près de lui, une femme armée rappelle leur lutte. Point central, lumineux de la peinture, une indienne en robe jaune. Devant, un policier expulse du parc une famille indienne. Un rappel historique. Le parc de l'Alameda était autrefois réservé aux seuls Espagnols. Au centre du tableau trône la mort, figure familière aux Mexicains. Elle donne la main à Diego Rivera lui-même. Près de lui, la peintre Frida Kahlo, sa femme. En Europe, la peinture murale publique reste longtemps cantonnée aux bâtiments officiels et aux grandes fondations. En 1948, Le Corbusier, qui avait été l'architecte du pavillon de la Suisse à la Cité universitaire de Paris, peint un mur de 35 mètres carrés pour le salon courbe de ce bâtiment. Mais ici, le long et difficile travail de la fresque est remplacé par une peinture de bâtiment sur panneaux de bois. À partir de 1971, à l'imitation des villes américaines, les murs peints ont commencé à égayer certaines façades parisiennes. Ils sont signés Ménager, Ben, Le Gac, Rieti, Di Rosa, les couleurs actuelles, peinture émulsion, spécifique de la peinture en bâtiment, peinture acrylique, glycérophthalique ou encore peintures aux résines de caoutchouc, ont une bonne adhérence et permettent un travail rapide. La technique de la fresque proprement dite est presque partout abandonnée. Dans ces peintures murales, peu de revendications politiques ou sociales à la manière des aînés mexicains. Mais parfois du rêve, du talent. Villéglé, Alechinsky, de l'humour.